Marine Le Pen, on a commencé à parler tout à l'heure de la situation économique en Europe qui est assez difficile et je crois un des grands thèmes que vous évoquez très souvent, c'est le thème de la réindustrialisation. Donc on va aborder bientôt, on va voter bientôt la loi Florange, cette loi qui doit permettre, ou en tout cas qui doit forcer un industriel qui voudrait vendre un site rentable de trouver un repreneur pour éviter de perdre des emplois. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va assez loin? Oui, enfin, je crois surtout qu'encore une fois, on ne s'attaque pas aux causes de la désindustrialisation et des délocalisations. Par conséquent, on cherche par toute une série de mesures et de lois à réparer un peu les conséquences du phénomène. Or, moi, je pense qu'on peut agir directement sur le phénomène par deux moyens essentiels. Le premier moyen, c'est la mise en place d'un protectionnisme intelligent que réclament d'ailleurs les Français, hein, puisqu'ils sont maintenant majoritaires à être pour un protectionnisme non pas seulement européen, mais également national. Et ça passe également, évidemment, par une action directe sur notre monnaie. Je ne sais pas si vous n'avez pas été, semble-t-il, frappé tout de même, mais pendant toute la campagne présidentielle, j'ai réclamé le retour, enfin, la maîtrise de notre monnaie nationale et une dévaluation. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? La droite, la gauche me sont tombés dessus, les économistes, en disant, mais mon Dieu, la dévaluation, c'est épouvantable. Les Français vont payer 15 euros de plus leur plein d'essence, et puis ils vont perdre 30% de leurs économies. Or, j'entends aujourd'hui avec stupéfaction le Parti socialiste et même l'UMP venir s'élever contre l'euro fort. Mais si on est contre l'euro fort, c'est donc bien qu'on réclame une dévaluation ou une dépréciation de l'euro. Il Et y a quand donc, même ça veut une énorme dire... différence entre Ah, il n'y réclamer a une aucune dépréciation, différence. sortir de l'euro, et puis il y a des conséquences d'une baisse de la valeur de la monnaie, puisque toutes les importations, notamment l'énergie et le pétrole, qui comptent énormément dans notre économie, euh, Deviennent plus augmentent, chers. Oui. deviennent plus Non chères, mais augmentent d'accord, monsieur. automatiquement. Ça pèse sur Non mais le nous sommes portefeuille. d'accord. Dans toute décision économique, on prend la mesure de l'aspect positif de la décision et de son aspect négatif. Il peut y avoir des aspects négatifs, mais moi je tiens que la dévaluation de la monnaie a des effets beaucoup plus positifs que négatifs. Je l'ai dit pendant toute la campagne. J'ai été traité pour cela d'incompétente, de nulle, de dangereuse par les mêmes qui aujourd'hui viennent nous expliquer que l'euro est trop fort et qu'il faut donc agir sur le taux de change pour en obtenir la dévaluation ou la dépréciation. Là aussi, on Alors a, je veux dire encore une fois, je pense qu'il y avait soit une mauvaise foi de leur part, soit ils se sont rangés à mes arguments, ce qui d'ailleurs me réjouirait parce qu'après tout, il n'est jamais trop tard pour bien penser. En même temps, cet euro dont vous voulez sortir a permis, par exemple, à la France d'emprunter à des taux d'intérêt historiquement bas. L'euro fort a aussi permis d'éviter que, encore une fois, la facture énergétique ne s'élève trop. L'inflation est maîtrisée, ce qui pour les gens les plus démunis est extrêmement important, Ah, puisque c'est eux qui pour souffrent les de ça. chômeurs qui ont été fabriqués par cette Parce que là, politique. le risque d'un dérapage de l'inflation, est-ce que c'est pas quelque chose Écoutez, ça qui fait vous 20 ans inquiéterait? qu'on nous vend ça, hein. Ça fait 20 ans qu'on nous vend qu'il faut à tout prix lutter contre l'inflation. On avait commencé à le faire d'ailleurs pour préparer l'arrivée à l'euro, je vous signale. Et on s'est aperçu qu'on était en train de sacrifier en réalité notre économie à cette lutte contre l'inflation. Pourquoi? Parce que la lutte contre l'inflation, eh bien, c'est faite au bénéfice des rentiers et des banquiers. Bon, ça c'est une réalité économique. Et on est prêt à laisser détruire notre outil économique et à laisser se mettre en place un chômage de masse pour pouvoir maîtriser l'inflation. Je pense que c'est une erreur économique majeure. Bon, voilà, aujourd'hui, la zone euro a démontré son incapacité à créer de la prospérité. Ça me paraît clair. La zone du monde qui a eu la croissance la plus faible depuis 10 ans. Et il n'y a qu'à regarder les résultats pour 2012 ou pour 2013. Résultats que j'avais prévu d'ailleurs, hein, 0% en 2012, et je Il y a vous des annonce pays aujourd'hui qui 0% s'en en sortent, Marine Le Pen, 2013. avec l'euro et avec un euro fort. Les Allemands s'en Mais sortent. bien Ça vous fait sûr, sourire quand je monsieur, vous ils pose la s'en question. sortent puisque l'euro a été fait par eux et pour eux. Voilà. Et donc l'euro correspond en réalité déjà à une monnaie qui était le marque et qui était déjà une politique qui était le marque fort. Donc il y a toute une série de Alors, si ça manœuvres marche pour l'Allemagne, économiques. pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour nous? Eh bien, pour une raison simple, c'est que l'Allemagne se sert de son hinterland des pays d'Europe de l'Est et fait venir de manière massive des travailleurs à bas coût, hein, c'est-à-dire des travailleurs qu'ils payent 3 ou 4 euros par heure, là où nous les payons, nous, près de 10 euros.
impôts. Alors si c'est ça le modèle allemand, eh bien c'est un modèle donc où on est en train d'appauvrir les salariés et où on cherche sous prétexte de compétitivité à aller chercher ceux qui accepteront des conditions de travail de plus en plus difficiles. Je ne crois pas que ce soit le sens, je veux dire, de l'économie française et même de l'espoir que nous portons tous au développement de notre économie. Donc, encore une fois, n'essayons pas de nous comparer à l'Allemagne. L'Allemagne défend ses intérêts. Moi, ce que je reproche à la France, c'est de ne pas défendre ses intérêts à elle. Et je me rends compte que aujourd'hui, les propos, les propositions du Front National, eh bien, sont en train d'avancer non seulement dans l'esprit des Français, mais semble-t-il aussi dans l'esprit de l'ensemble de la classe politique, que ce soit le protectionnisme ou que ce soit la nécessaire maîtrise du taux de change de la monnaie. Sur l'accord signé entre le patronat et une partie des syndicats le 11 janvier dernier sur la flexi-sécurité, vous avez annoncé que vous étiez contre, vous avez lancé une pétition en ligne également pour le dénoncer. 2 syndicats, FO et la CGT, vont manifester début mars, ce sera le 5 mars prochain pour dénoncer cet accord. Est-ce que vous aussi, vous irez ce jour-là dans la rue? Non, je ne manifeste pas aux côtés des complices. Je l'ai dit 10 fois, je considère que les syndicats sont complices de la situation. Les syndicats, depuis des années et des années, ont refusé de s'opposer au libre-échange. Ils ont refusé de dénoncer le libre-échange. Or, c'est le libre-échange qui est à l'origine de la concurrence internationale. La CGT a jamais été le syndicat le plus favorable au libre-échange. Ah bon, mais il n'a jamais été le plus opposé. Moi, j'ai jamais entendu la CGT réclamer un protectionnisme aux frontières, réclamer que la concurrence internationale déloyale fasse l'objet d'une protection aux frontières. Or, c'est le seul moyen, il n'y en a pas 50. Bon, donc, ils sont complices de la désindustrialisation, ils sont complices des délocalisations, puisqu'ils n'ont jamais lutté contre le libre-échange, et ils sont complices de l'effondrement de la déflation salariale, puisqu'ils sont également des promoteurs de l'immigration, dont il est une certitude qu'elle est utilisée depuis 30 ans pour peser à la baisse sur les salaires. Je vous signale d'ailleurs que je suis très étonné d'être quand même la seule dans la vie politique et dans la vie, et même d'ailleurs chez les syndicats, qui me plaignent de la suppression de l'échelle mobile des salaires par les socialistes. Ça veut dire que cette échelle mobile des salaires qui a été supprimée, je m'explique peut-être auprès des auditeurs, avant les salaires étaient attachés à l'inflation, de la même manière que les allocations familiales étaient attachées à l'inflation. Elles montaient en même temps que l'inflation. Bon, on a décroché il y a quelque temps les allocations familiales de l'inflation, ce qui est scandaleux, mais on a décroché les salaires de l'inflation sous le règne de M. Mitterrand, ce qui est encore plus scandaleux, car évidemment, les prix n'ont eu de cesse d'année en année de monter et les salaires et le pouvoir d'achat de fait de stagner, et ce qui a contribué à l'effondrement du pouvoir d'achat. Moi, je m'étonne que des syndicalistes ne se scandalisent pas de cette situation. Vous voyez, donc je crois qu'ils sont complices de tout cela. Vanessa Schneider, Le Monde. J'entends bien votre charge contre les syndicats, elle résonne avec celle de Gilbert Collard, votre député, proche du Front National. En même temps, on a l'impression que vous jouez un peu un double jeu, que le Front National joue un double jeu à l'égard des syndicats, puisque vous faites beaucoup campagne dans les usines, auprès des ouvriers. Vous recrutez également des syndicalistes, d'anciens syndicalistes, en particulier de la CGT. Alors, c'est quoi ce positionnement? D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a que 7% des gens qui sont syndiqués. Ça fait quand même 93% des salariés de France qui dans ne les sont usines, pas... il y en a plus qu'ailleurs. Qui ne sont pas syndiqués. Bon, première chose. Deuxièmement, il faut que vous soyez conscient que les syndicalistes de base sont en désaccord total avec leur direction. Et pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le Front National? Justement parce qu'ils accusent la direction de leur syndicat de se soumettre en toutes circonstances à l'ultralibéralisme et à la politique mondialiste, et au passage d'ailleurs de canaliser la colère des salariés en les faisant sortir de temps en temps. On fait une petite manif, ils prennent l'air, et puis on canalise leur colère, on les laisse hurler leur désaccord, et puis après on les rentre à la maison. Bon, et on accepte de soutenir et de faire élire d'ailleurs des gouvernements qui vont continuer la politique ultralibérale, la politique de destruction de l'outil de production, la politique de la délocalisation systématique. Regardez ce qui s'est passé avec Renault. Écoutez, quand on voit quand même que les syndicats ont soutenu la candidature de François Hollande, que aujourd'hui le ministre du soi-disant redressement productif
nous explique que c'est pas mal que Renault supprime 7500 emplois, il n'y a pas mort d'homme, qui va inaugurer les usines Renault qui sont ouvertes à Alger, à Oran ou au Maroc. Bon, je veux dire, il y a un moment donné, on se dit que ces directions syndicales ont été complètement achetées par le pouvoir politique. 2 questions sur Twitter, Marine Le Pen. C'est d'abord Yannick qui vous interpelle. Quand cesserez-vous de prétendre être la défenseur des travailleurs alors que vos propositions fiscalistes sont capitalistes? Et c'est Dim qui réagit lui aussi. Le FN a toujours eu le programme le plus libéral en économie. En 2007, dit-il, privatisation massive et retraite à 65 ans. Ce changement de ligne est-il sincère, Marine Le Pen? Mais d'abord, il n'y a pas un si grand changement de ligne que vous le dites, puisqu'il y a un élément essentiel qui est apparu dans les dernières années et dont il a fallu tenir compte et qui a rebattu complètement les cartes, c'est justement la mondialisation, c'est-à-dire l'effacement des frontières. Bon, Elle existe quand même depuis très très longtemps. On ne peut pas dire que la mondialisation a commencé il y a dans quelques années. Dans les années 90, quoi. 2007, il rappelle le programme en 2007. Non, mais dans les années 90, ça a commencé. Nous n'avons jamais été pour des privatisations massives, ça c'est n'importe quoi. Nous sommes pour un État stratège, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que je trouve un peu frappant, ce que je trouve frappant aujourd'hui dans la vie politique, c'est son côté caricatural. C'est-à-dire que sur le plan économique, vous êtes soit Mélenchon, soit Parisot. Voilà, entre les deux, il n'y a rien. Ben moi, je ne suis ni Mélenchon ni Parisot, figurez-vous. Et justement, j'ai un programme qui est un programme économique rationaliste. Je suis en même temps pour la liberté de l'entreprise. Je pense que l'entrepreneur doit être libéré des charges de paperasserie et doit ne pas subir une fiscalité qui l'empêche justement de pouvoir créer de la richesse. Mais je parle là des vrais entrepreneurs, hein, pas des patrons du CAC 40 qui sont des commis du système. Bon. Je suis en même temps pour un État stratège, c'est-à-dire un État qui soit capable de se protéger de la concurrence internationale déloyale et qui soit capable d'intervenir directement si c'est nécessaire, si l'indépendance... C'est un pays qui aujourd'hui a encore assez de poids, parce qu'on peut très bien imaginer que les États-Unis peuvent se le permettre, que nous on peut se le permettre dans le cadre européen. Est-ce que la France en tant que telle aurait assez de poids pour que votre programme puisse effectivement s'appliquer? Mais je le crois tout à fait. Et d'ailleurs, je remarque le monde. Je regarde autour de moi et je m'aperçois que l'ensemble des pays du monde, les plus gros, des plus gros que nous, des plus petits, des plus peuplés, des moins peuplés, des plus riches, des moins riches, mettent en place un protectionnisme intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire un protectionnisme intelligent? C'est de la microchirurgie. C'est qu'on va déterminer les droits de douane en fonction des produits qu'il faut protéger, des pays, des niveaux de salaire, des niveaux de protection sociale, des niveaux de respect des normes sanitaires. Voilà, c'est de la microchirurgie. Et tous les pays font ça. Et encore une fois, c'est pas ni une question de taille, ni une question de nombre d'habitants. Je crois en revanche que si nous ne le faisons pas, nous allons mourir. Et j'en crois les chiffres, encore une fois, qui d'année en année montrent un effondrement de notre économie, une destruction notamment de notre outil industriel qui, à un moment donné, aura atteint un tel niveau, je veux dire, de destruction, que c'est tout le savoir-faire français qui sera mis en cause. Je crois que, là encore, l'industrie manufacturière a baissé de 2,7% en 2012. C'est considérable.